Bonjour, on va voir aujourd'hui le lien entre les normes et les corps convexes symétriques. Alors, pour introduire ça, je vais dire d'une certaine manière, on connaît tous l'adage « dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es ». De la même manière, on a un lien entre le monde des fonctions et le monde des zéros des fonctions. Ça peut vous faire penser à un théorème de Hilbert, le théorème des zéros de Hilbert, ou le Hilbert-Nullstellensatz. On va le voir en action, et avec ici une magnifique correspondance entre la notion de norme, norme sur un espace vectoriel de dimension finie, bon, ça c'est plus à présenter, et quel est son pendant, donc ça c'est le monde des fonctions, d'accord, et quel est son pendant géométrique? Eh bien, l'objet qui va lui correspondre dans R puissance n, eh bien, ce sera un corps convexe symétrique. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je note au passage que c'est la première partie du problème d'analyse d'agrégation interne 2025 qui a été reporté. Bon, voilà, le problème d'analyse est là. Et c'était le truc qui était à démontrer pendant la première partie, qui est finalement assez bien fait, pas particulièrement adapté à un problème d'analyse à l'agrégation interne. Bon, c'est comme ça, à la guerre comme à la guerre, mais tout de même, la présentation est assez jolie concernant cette correspondance. J'en avais parlé dans une vidéo il y a pas mal de temps, c'était au moment du cours sur les espaces vectoriels normés, et le cours sur les espaces vectoriels normés, j'avais commencé justement en parlant de ces liens, hein. Mais d'une part, j'avais pas le terme, je connaissais pas le terme corps convexe symétrique, et d'autre part, je n'avais pas donné les preuves, j'avais juste un petit peu évoqué les choses. Donc là, on va avoir vraiment les preuves. Alors, on va rappeler tout de suite ce que c'est qu'une norme, on va définir ce que c'est qu'un corps convexe symétrique dans Rn, et ensuite, on va créer cette correspondance biunivoque entre les deux. Vous allez voir, c'est très élégant et intellectuellement très plaisant. Voilà, c'est pas tout à fait le théorème des zéros de Hilbert, vous allez voir, c'est le théorème des 1 de Hilbert. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors, regardez. Voilà la colonne des normes, voilà la colonne des corps convexes symétriques. Une norme, c'est une application de Rn dans R+, qui doit vérifier l'axiome de séparabilité, c'est-à-dire n de x égale 0, si et seulement si x égale 0, 0 c'est le 0 de Rn évidemment, l'homogénéité n de lambda x égale la valeur absolue de lambda n de x, pour tout lambda dans R, l'inégalité triangulaire, n de x plus y inférieur ou égal à n de x plus n de y. Voilà. Vous voyez que c'est le minimum vital à préciser, d'accord, sachant que Rn est un espace vectoriel. C'est-à-dire, un espace vectoriel, ça veut dire qu'il y a un zéro, donc il faut pouvoir caractériser le zéro. Ça veut dire qu'il y a une multiplication externe, voilà, et ça veut dire qu'il y a une addition. Voilà, c'est juste le minimum, et une norme, c'est sur un espace vectoriel. Voilà. Bien, et maintenant, le pendant géométrique, c'est-à-dire, ce ne sont plus des fonctions, mais ce sont des objets dans Rn. En fait, c'est le bon objet, comme on dit, hein. C'est lui qui est important, et c'est plutôt la fonction qui est censée mesurer l'objet que l'inverse, au départ, hein, en tout cas, dans la vraie vie mathématique. C'est le corps convexe symétrique. Donc, un corps convexe symétrique, c'est une partie de Rn, voilà. La séparabilité va correspondre au fait que C, donc notre corps convexe symétrique, hein, C est compact et que 0 est dans son intérieur. 0, c'est donc le 0 de Rn. Hein. L'homogénéité va correspondre au fait que c'est symétrique, c'est-à-dire x appartient à C si, seulement si, en fait, moins x appartient à C, mais bon, seule l'implication est fondamentale.
Et l'inégalité triangulaire correspond au fait que C est convexe. Voilà à peu près tout ce qu'on a. Et en fait, bon, ce sont des correspondances grossières. En fait, quand on va avoir l'équivalence entre les deux, on va se servir d'un petit peu tout. Mais globalement, ces trois axiomes se correspondent mutuellement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que si n est une norme, alors on va lui faire correspondre un corps convexe symétrique qui est la boule unité pour cette norme. Voilà. Réciproquement, et c'est peut-être ça le plus étonnant, même sûrement ça, vu que notre approche, parce que notre approche pédagogique, c'est plutôt une approche abstraite par les fonctions, plutôt que par les objets, par les corps. Alors corps, hein, c'est pas un corps dans le sens algébrique du terme, hein, c'est un corps dans le sens un objet, vous voyez, il est convexe, d'accord, et puis un corps, c'est-à-dire il fait corps, vous voyez, il a du corps, comme un vin par exemple, je sais pas, ou quelque chose qui a de l'intérieur en quelque sorte, vous voyez, c'est ça le truc. Et convexe symétrique, c'est ça et ça. Maintenant, donc, à partir d'un corps convexe symétrique C, on va définir n de x, c'est la fonction f pour lambda dans R plus étoile, des lambda tels que x sur lambda appartient à C. Et ça va nous définir une fonction n de Rn dans R+, il faut même montrer qu'elle est bien définie, hein, attention, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et on va avoir une correspondance biunivoque, un espèce de Nullstellensatz entre les deux, et c'est ce qu'on va montrer, c'est ce qu'on montrait dans la première partie du problème d'analyse, le P2 2025. Alors, donc, je vous l'ai dit, hein, c'est la partie la plus facile. Si n est une norme, c'est-à-dire la boule de centre 0 et de rayon 1 pour la norme, eh bien, c'est un corps convexe symétrique. Effectivement, on part d'une norme n. 0, il appartient évidemment à la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1. Comme n est une norme, ça, c'est un ouvert. On sait que toutes les normes sur Rn sont équivalentes, voilà. Et donc, ça, c'est inclus, évidemment, dans C. Donc ça, c'est bien dans C0. Et la boule fermée est compacte, évidemment. Bien. Donc ça pose, ce point-là ne pose aucun problème. La symétrie pose aucun problème, puisque si n de x est inférieur ou égal à 1, n de moins x c'est égal à n de x par l'axiome d'homogénéité, donc c'est inférieur ou égal à 1. Et la convexité de C, C depuis le départ, hein, c'est la boule fermée de centre 0 et de rayon 1. Donc on va supposer que x, y y appartiennent, donc ça veut dire que la norme de x et la norme de y sont inférieures à 1, ou égales à 1. Donc quand on va regarder, on veut montrer que c'est convexe, donc on va prendre lambda dans 0,1, fermé. La norme de lambda x plus 1 moins lambda y, c'est inférieur ou égal à n de lambda x plus n de 1 moins lambda y, d'après l'inégalité triangulaire. Comme lambda et 1 moins lambda sont positifs, on peut sortir comme ceci, lambda et 1 moins lambda, d'après l'homogénéité. Et ici, comme n de x est inférieur à 1, ainsi que n de y, ça va faire inférieur à lambda plus 1 moins lambda, donc inférieur ou égal à 1. Donc on est bien, tout le segment xy est bien dans la boule, donc la boule est stable par segment. Voilà, c'est la convexité. Donc on a montré que l'on a un corps convexe symétrique. Maintenant, on va partir d'un corps convexe symétrique et on va montrer tous les axiomes, séparabilité, homogénéité, inégalité triangulaire. Donc, on y va. On se fixe un corps convexe symétrique de Rn et on va montrer que la fonction ici associée est bien une norme. D'abord, il faut montrer que c'est bien défini et ensuite, on va déjà montrer que c'est séparable. Alors, regardez, on a défini donc ce n de x, j'ai repris la définition ici, je vais appeler B infini 0 R, donc ici c'est la boule pour la norme infinie de Rn de centre 0 et de rayon R strictement positif. Donc il existe un R strictement positif tel que cette boule est dans C, puisque 0 est dans l'intérieur de C.
Du coup, si je prends lambda réel tel que la valeur absolue de lambda est strictement supérieure à la norme infinie de x sur r, qui a bien un sens parce que r est différent de 0, hein, d'accord? Ça va nous donner directement que la norme infinie de x sur lambda est strictement inférieure à r. Et donc, x sur lambda, il est dans cette boule-là, d'accord, d'après ça, et donc est dans C. Donc, x sur lambda appartient à C. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que cet ensemble est non vide, parce que je peux toujours trouver un lambda qui vérifie ça. Donc, comme c'est non vide, une partie non vide de R plus étoile possède toujours un élément minimal. Bon, je peux enlever ça si je veux que ce soit dans R plus étoile. Donc, j'applique le fait que une partie non vide de R plus étoile possède un inf. D'accord? Donc, cet inf existe bien. Donc, déjà, n de x est bien défini. Voilà. C'était ma seule angoisse, hein, c'est que je sois en train de prendre le inf sur une partie vide. Donc, vous voyez, c'est bien défini, ça vient de là. Maintenant, n de 0, 0 sur lambda appartient à C, quel que soit lambda, évidemment, puisque 0 sur lambda, ça fait 0, et 0 appartient à C. Donc, on est en train de regarder inf de la partie totale, R plus étoile, et cet inf, ça fait 0. Donc, déjà, j'ai n de 0 égale 0. C'est-à-dire que j'ai cette partie-là, cette implication-là. Bien. Réciproquement, vous allez voir que ça tient à la compacité. Je veux montrer que n de x égale 0 implique que x égale 0. Je le fais par la contraposée. Si x est non nul, je veux montrer que n de x est non nul. Là, cette fois-ci, C, comme il est compact, il est inclus dans une boule pour la norme infinie, de centre 0 et de rayon grand R strictement positif. Bien. Donc maintenant, si je choisis lambda, bon, je peux enlever les valeurs absolues, hein, c'est comme ici, puisque je veux toujours des lambda dans R plus étoile. Si je choisis lambda entre 0 et norme de x pour la norme infinie sur R, alors norme de x, évidemment, comme x est non nul, ça c'est non nul, ça c'est strictement positif. Sur grand R, c'est strictement positif, d'accord? Donc je peux toujours trouver un lambda entre les deux. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça va impliquer ici que x sur lambda va être de norme infinie strictement supérieure ou égale à R, donc ne va pas être dans C. Ce qui veut dire que cet ensemble est minoré, d'accord? Cet ensemble est minoré par un nombre non nul, donc que n de x est différent de 0. Voilà, on a montré l'existence et la séparabilité. L'homogénéité, vous allez voir, c'est vraiment évident, très très facile. Donc on veut montrer que n de mu x, c'est valeur absolue de mu n de x. Donc si mu égale 0, n de 0x, c'est 0, hein, c'est n de 0, donc c'est 0, donc c'est 0 n de x, donc ça marche pour mu égale 0. Si mu est strictement positif, et bien je remarque que mu x sur mu lambda, c'est exactement égal à x sur lambda, évidemment. Donc, quand je vais regarder n de mu x, sur mu est positif, hein, je remarque que l'ensemble correspondant ici, quand je remplace x par mu x, c'est l'ensemble des lambda prime, tel que mu x sur lambda prime appartient à C, évidemment. Donc, j'ai changé de variable ici. Hein, c'est l'ensemble des lambda, tel que x sur lambda appartient à C, mais multiplié par mu. Parce qu'il faut que ici, le lambda est devenu mu lambda pour quand on a remplacé x par mu x. Voilà. Donc cette égalité fait qu'on a exactement l'égalité des ensembles. Donc ça veut dire que mu fois, ça veut dire que je multiplie par mu chaque élément ici. Et donc ça veut dire que le inf ici, c'est mu fois le inf ici, parce que mu est positif, donc stabilise l'inégalité. Donc on a n de mu x qui est égal à mu n de x. Maintenant,
je fais un petit détour par mu égale moins 1, ben là je me sers évidemment du fait que C est symétrique, et je remarque que x sur lambda appartient à C, si et seulement si, moins x sur lambda appartient à C. Ça veut dire que l'ensemble correspondant à n de x est exactement égal à l'ensemble correspondant à n de moins x, qui définit n de moins x. Donc ils ont même inf, puisque c'est les mêmes ensembles, donc n de moins x égale n de x. Et donc, quand je vais maintenant reprendre ce que j'avais prouvé pour mu positif et pour mu égale moins 1, ça fait que quand mu est négatif, n de mu x, ça fait moins mu n de x. Et donc, en général, on a bien l'égalité voulue. Voilà, c'est l'homogénéité. Maintenant, l'inégalité triangulaire demande un petit peu plus de travail. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, pour l'inégalité triangulaire, on va montrer que si x et y sont pris dans Rn, n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y. Pour cela, je vais fixer epsilon quelconque strictement positif. Je pose x' égale x sur n de x plus epsilon, ça c'est positif, donc plus epsilon c'est non nul, hein, c'est strictement positif. Y' pareil, avec n de y là s'il vous plaît, voilà. Et je vais poser alpha égale n de x plus epsilon sur n de x plus n de y plus 2 epsilon, dont on vérifie facilement que c'est positif et que c'est inférieur à 1. D'accord ? Voilà. Alors, vraiment, ça c'est la positivité de n qui nous donne ça. Donc, avant d'attaquer maintenant le reste, je vais montrer dans un premier temps que C peut être caractérisé, on peut retrouver C comme l'ensemble des x tel que n de x est inférieur ou égal à 1. Et ça nous servira d'ailleurs après dans la correspondance. Alors, l'inclusion, elle est évidente, puisque x appartient à C, ça veut dire que x sur 1 appartient à C, donc n de x, par définition de n de x, est inférieur ou égal à 1. Très bien. Donc on a l'inclusion. L'inclusion dans l'autre sens, si n de x est inférieur ou égal à 1, comme 1 c'est un inf, ce que je peux dire, c'est que, quel que soit epsilon, strictement positif, évidemment, x sur 1 plus epsilon appartient à C. Mais, comme C est compact, je peux faire tendre epsilon vers 0, et donc ça me fait x appartient à C. Bon, donc, impeccable, on a ça. Donc maintenant, on va vraiment attaquer l'inégalité triangulaire. Je regarde x', qui est égal à x sur n de x plus epsilon, je prends sa norme. J'ai démontré l'homogénéité. Donc je vois que sa norme, ici, avec l'homogénéité, est inférieure ou égale à 1. Donc x' est dans C, d'après ce qui précède. De la même manière, y' est dans C. Donc comme C, maintenant, est convexe, alpha x' plus 1 moins alpha y' appartient à C, parce que alpha est compris entre 0 et 1. Quand je fais le calcul de ça, le calcul est très simple, et en fait, vous voyez que alpha, il est fait pour que, quand je vais multiplier par x', ici je vais avoir élimination, et quand je vais multiplier y' par 1 moins alpha, je vais avoir l'autre élimination. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir tout simplement x plus y sur le même dénominateur, n de x plus n de y, plus 2 epsilon. Voilà. Donc ça appartient à C. Et comme ça appartient à C, la norme, d'après l'inclusion directe, qui était l'inclusion facile, eh bien, la norme est inférieure ou égale à 1. Maintenant, par homogénéité, je vais pouvoir sortir ce réel positif de la norme et multiplier par ce réel pour obtenir l'inégalité n de x plus y inférieur ou égal à n de x plus n de y plus 2 epsilon. Mais comme j'ai pris epsilon quelconque strictement positif, je fais tendre epsilon vers 0 et j'obtiens ici mon inégalité triangulaire. Ça y est, on a démontré que c'est une norme. Qu'est-ce qu'on a démontré d'autre? On a démontré que quand je pars de C et que j'arrive à N, j'obtiens une norme telle que C, c'est exactement la boule de cette norme.
Et la réciproque maintenant. Donc cette fois-ci, on veut montrer l'autre aller-retour, c'est-à-dire on part d'une norme, on définit ici sa boule fermée, hein, de centre 0 et de rayon 1, et on veut retrouver la même norme à partir de ce mécanisme-là. Bon, alors c'est facile, on part de n une norme, donc C, ça va être la boule pour cette norme de centre 0 et de rayon 1, je pars de x dans Rn, et je veux regarder donc la condition x sur lambda, pour un lambda strictement positif, dans C, c'est-à-dire dans cette boule. Bon, ben, ça veut dire que la norme, qui était bien une norme, elle, au départ, on est bien parti d'une norme, donc avec toutes ces axiomes-là, n de x sur lambda, donc inférieur ou égal à 1, c'est ça la condition, c'est-à-dire, grâce à l'homogénéité de la norme, c'est-à-dire que lambda, comme lambda est positif, hein, ça fait lambda supérieur ou égal à n de x. Donc l'ensemble correspondant, cet ensemble-là, d'accord, celui que l'on retrouve et dont on voudrait retrouver la norme, c'est exactement l'ensemble des lambda, ça va être l'intervalle n de x plus l'infini. Donc le inf, c'est n de x, donc on a bien retrouvé la norme. Voilà, on est dans une situation idéale, hein, où fonction sur Rn et objet de Rn sont en correspondance biunivoque, d'accord, l'espèce de rêve de Hilbert. Voilà, allez, c'est terminé.